La nuit tombe, lentement sur les terres de pays de la Loire. Le ciel se charge de nuages gris, charges de pluie et de secrets que personne ne peut raconter. Nantes dort à peine, ses lumières jaunes tremblotant sous le brouillard automnal qui s'épaissit comme une confession murmurée. Mais quelque part au-delà des routes secondaires qui croisent les champs labourés, une histoire commence, une histoire que les journaux refusent de raconter, que les autorités enterrent sous le silence institutionnel le plus épais, et que seuls les paysans murmurent entre eux, tard le soir, autour d'un verre de cidre tiède, dans les arrière-salles des cafés de campagne où personne ne les écoute. Luc Moreau, 53 ans, agriculteur né dans les terres rouges du pays nantais, ses mains usées par 40 années de labeur ininterrompu, son cœur brisé par des décennies de trahison et de promesses jamais tenues. Il n'y a rien de remarquable en lui, c'est précisément cela qui le rend invisible aux yeux des autorités, aux yeux des systèmes. Grand, voûté, la peau marquée par le soleil brutal et le vent froid des hivers de l'Ouest, il porte toujours les mêmes vêtements, un bleu de travail délavé jusqu'à l'absence de couleur, des bottes de terre cuites épaisses, un gilet de laine grise percé de petits trous, qui raconte chaque année passée. Sa barbe pousse de manière irrégulière, abandonnée à elle-même depuis des années, comme si le souci de son apparence n'avait plus aucune importance. Son regard est le regard de quelqu'un qui a vu trop de choses, trop d'injustices, trop de portes fermées face à lui, trop de fonctionnaires qui détournaient les yeux. Pendant 40 ans, Luc a cultivé 300 hectares de terre, 300 hectares qui ont alimenté sa famille, qui ont nourri les villages alentours, qui ont donné du pain aux enfants de générations entières. Ces terres n'étaient pas seulement une propriété, elles étaient une continuité, une promesse faite à ses ancêtres, une responsabilité envers ses enfants. Chaque ligne de semis, chaque récolte, était un acte de foi dans la transmission. Mais il y a 3 ans, tout a changé. Tout s'est effondré comme une maison de cartes sous le souffle d'une bureaucratie indifférente. Un projet gouvernemental de nouvelle infrastructure, une route commerciale reliant Nantes à Rennes, a été présenté comme inévitable. Les terres des petits agriculteurs comme Luc étaient nécessaires. Non, indispensable. Non, c'était déjà décidé par des gens que Luc ne rencontrerait jamais, qui ne connaîtraient jamais son nom, qui ne verrait jamais le visage de la destruction qu'il causait. Ce qui a suivi n'était pas de la bureaucratie ordinaire. Ce n'était pas le fonctionnement normal et bureaucratique du système. C'était de la prédation organisée, structurée, planifiée par des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et qui en prenaient plaisir. Des militants représentant une organisation appelée l'Alliance de la modernité agricoles ont commencé à circuler dans les villages comme des vautours. Ils parlaient d'efficacité, de progrès, de nécessité historique, de développement durable, mais ils vendaient la terre de Luc, achetaient ses droits sous faux prétextes, manipulaient les documents cadastraux avec une précision glaciale, ébranlaient le titre de propriété avec des papiers contrefaits. Ils promettaient une compensation équitable. Jamais elle n'arrivait. Ils signaient des contrats, les contrats disparaissaient, ou étaient modifiés entre les mains des fonctionnaires qui travaillaient pour eux, qui recevaient des enveloppes brunes le soir dans des cafés discrets. Luc a écrit au maire. Le maire ne répondit pas. Luc a écrit à la préfecture. La préfecture l'a redirigé vers un bureau qui le redirigea vers un autre. Luc a cherché un avocat. L'avocat lui dit que c'était compliqué, que cela prendrait des années, que le système était plus fort. Luc a compris que personne ne viendrait à son aide. Pas la mairie, pas la préfecture, pas les tribunaux. Tous étaient liés par des intérêts communs, tous mangeaient à la même table, tous profitaient de cette lente dépossession des paysans. L'injustice est un poison qui s'accumule lentement dans le corps. Elle remplace le sang, neurone après neurone, transformation invisible,
qui s'effectue dans les heures sombres. Elle transforme le corps de la raison en quelque chose d'autre, quelque chose de plus dur, quelque chose de plus vengeur, quelque chose qui ne peut plus rester silencieux. Le premier militant s'appelait Claude Arnault. C'était un homme grassouillet d'une quarantaine d'années, toujours vêtu de costumes trop serrés achetés trop cher, toujours arborant ce sourire prédateur de celui qui sait qu'il a l'impunité assurée par le système. Il venait d'une famille nantaise aisée, avait étudié à Sciences Po, voyait le monde à travers des graphiques et des projections statistiques. Il voyait les petits agriculteurs comme des obstacles numériques à résoudre, pas comme des êtres humains, avec des rêves et des héritages. Il circulait dans les villages avec un dossier rempli de papiers officiels, semant la confusion, promettant des solutions qu'il savait être impossibles, puis disparaissant dès que les fermiers réalisaient qu'ils avaient été trompés, escroqués, volés légalement. C'est par une nuit d'hiver glacial, alors que les températures tombaient sous le zéro, et que les cristaux de givre recouvraient les vitres comme des cicatrices, que Luc l'a trouvé sortant d'un café-tabac près de la gare centrale de Nantes. Luc s'est approché, simplement s'est approché, silencieusement, comme quelqu'un qui connaît le poids de son propre pas. Il n'y a eu aucun bruit, aucune violence spectaculaire dans la rue, juste un homme fatigué, qui parlait à un autre homme, à voix basse, parlant de terre volée, d'enfants qui hériteraient de désert, de bitume au lieu de champs dorés, de générations perdues. Puis le lendemain, Claude Arnault n'était plus venu au bureau. 2 semaines plus tard, on l'a retrouvé. Il n'était pas mort, pas encore, pas comme on aurait pu l'imaginer. Il était simplement hospitalisé, la mémoire effacée, les pensées désorganisées, comme si quelque chose d'essentiel avait été extrait de son cerveau. Sur son bureau, posé sur un dossier vide, vide et blanc comme une confession inachevée, une petite feuille blanche tremblait dans le courant d'air. Sur cette feuille, une phrase écrite à la main, en caractères nets et réguliers, presque calligraphiques: la terre des ancêtres ne se vend pas, elle se protège. La peur s'est installée d'abord silencieusement, comme une respiration imperceptible, puis elle a commencé à parler bas, très bas, d'une voix que seuls les paysans pouvaient entendre. Puis il y a eu des regards s'échanger au marché, des silences éloquents lors des réunions municipales, des sourires comprimés dans les églises. Le deuxième militant, Marc-Antoine Roussel, occupait une position d'administrateur au sein de l'Alliance. C'était lui qui avait conçu le système des faux documents, avec une intelligence bureaucratique effroyable, lui qui avait établi le réseau de corruption dans les mairies, lui qui avait planifié le circuit de pots de vin pour les juges et les fonctionnaires. Il se savait protégé par des couches et des couches de couverture légale. Il se savait indispensable au fonctionnement du système. Il se savait mortel, intouchable, sauf de Dieu. Il n'était pas, une semaine après sa disparition, trouvé sur son ordinateur, où un message avait été tapé en caractères noirs sur fond blanc, et puis laissé à l'écran, visible pour quiconque entrerait dans son bureau, un message adressé à tous ceux qui continueraient son travail, une phrase prophétique: chaque contrat signé dans le mensonge porterait sa malédiction, et chaque mur se souviendra de celui qui a construit sa prison. Marc-Antoine Roussel avait simplement disparu, pas mort. Disparu, on l'a retrouvé vivant 3 jours plus tard, mais son esprit n'était plus là. Il murmurait des choses incompréhensibles, revivait des crimes que personne ne savait qui il avait commis, parlait à des gens qui n'existaient pas. Les médecins disaient que c'était une dépression nerveuse, une rupture psychologique. Mais les villageois savaient que c'était quelque chose d'autre, que c'était la conscience qui prenait sa revanche. Les autorités ont commencé à poser des questions, de discrètes questions, les questions que posent les gens qui ne veulent pas vraiment connaître la réponse, qui préfèrent rester dans le flou profitable. Un petit dossier ici,
rapidement classé dans le placard de l'oubli bureaucratique. Un rapport là-bas, perdu entre d'autres rapports dans les labyrinthes des archives. Les journalistes commençaient à humer l'odeur du sang, à sentir qu'il y avait une histoire plus grande derrière ces incidents isolés, mais chaque fois qu'ils s'approchaient trop près, ils recevaient des appels, des avertissements, des menaces diffuses mais claires émanant de nulle part identifiables. Pendant ce temps, dans les villages, quelque chose était en train de changer profondément. Les fermiers parlaient moins de défaites, moins d'abandon, les jeunes arrêtaient de quitter les terres pour les usines des villes. Il y avait une légende qui se construisait, celle d'un justicier silencieux, d'un homme qui ne parlait jamais, mais dont les actes parlaient comme du tonnerre dans une église silencieuse. Les mères racontaient l'histoire à leurs enfants, les enfants la racontaient à l'école. Les enseignants prétendaient ne rien entendre, mais ils écoutaient, fascinés par cette mythologie qui se créait sous leurs yeux. Le troisième militant, Damien Clovis, a eu peur, une peur viscérale, primale, qui l'a réveillé la nuit. Il a compris que quelque chose de plus puissant que le système, que les hiérarchies, que les protections officielles avait été déchaîné. Il a essayé de fuir, de se réfugier à Paris, de disparaître dans l'anonymat de la capitale. Il a essayé d'abandonner le projet, de se retirer discrètement. Trop tard, bien trop tard, il a été retrouvé dans une gare routière, assis sur un banc en plastique gris, inconscient mais vivant, pas de blessures visibles. C'était toujours comme cela maintenant, les blessures invisibles étaient les plus profondes, et à côté de lui, un cahier vieux de 30 ans, le cahier personnel de Luc, où il avait écrit jour après jour, pendant des décennies, son rêve de transmettre ses terres à ses enfants, ses espoirs, ses plans pour les générations futures, ouvert, exposé à tous les yeux, comme une plaie qui ne guérirait jamais. Luc Moreau ne parlait jamais, jamais il ne donnait d'interview, jamais il ne se vantait de ses actes, jamais il n'expliquait sa philosophie. C'était cela qui rendait le mythe possible, qui le maintenait vivant, qui le transformait en quelque chose de plus grand que la simple vengeance personnelle. Il était devenu une force de la nature, une représentation de la justice elle-même. Les collines brûlent de Nantes, le soir, sentaient différemment maintenant. L'odeur de terre et de betterave se mêlait à quelque chose d'autre, quelque chose d'inexprimable, quelque chose de poétique et de terrifiant à la fois. Les enfants chantaient des chansons sur le justicier des champs dans les cours de récréation, des chansons que les enseignants prétendaient ignorer, mais dont les paroles se propageaient comme une contagion douce. Les femmes des paysans se regardaient avec une compréhension silencieuse qui aurait dû rester invisible, un code entre elles qui disait « Il y a quelqu'un qui se bat pour nous ». Pas tous assassinés, jamais il n'y a eu de mort, jamais il n'y a eu de violence physique, spectaculaire décrite par les autopsies, ou les rapports froids de police, mais ils disparurent du système, disparurent de leur position, disparurent de la vision de ceux qui les avaient envoyés. Luc avait trouvé quelque chose au-delà de la violence des coups, des blessures, du sang. Il avait trouvé la violence de l'humiliation publique, de l'exposition morale, du symbole gravé dans la conscience collective comme une brûlure. Chaque ennemi affronté recevait son message, écrit sur un mur en lettres rouges, trouvé dans une enveloppe glissée sous son coussin, découvert comme une signature du destin. La terre des ancêtres ne se vend pas. Chaque contrat signé dans le mensonge portera sa malédiction. Les hommes comme toi oublient d'où vous venez, les murs se souviennent, la justice attend, elle a de la patience. Quante sur PC tu tiens en la puerta, quien se atreve à cruzarla? Et quand celui qui la croise ne suit plus aucune règle, qui peut l'arrêter? Les habitants de Nantes et des environs parlaient entre eux comme les gens parlent toujours des légendes.
avec une certaine crainte respectueuse mêlée d'admiration. Les travailleurs des champs murmurent lors de leur pause. C'est lui, ça doit être lui, personne d'autre n'oserait. Les femmes qui faisaient les marchés chuchotaient à travers les étals de légumes. Le justicier a frappé encore. As-tu entendu? Un autre a disparu. Les curés feraient des sermons vagues sur la vengeance, la justice divine et le pardon chrétien, conscients que personne n'écoutait vraiment, que les cœurs de leurs fidèles avaient déjà choisi un justicier différent, plus actif, plus terrien que Dieu lui-même, un Dieu de la terre et non du ciel. Les 7, 8, 9 militants touchés par cette main invisible portaient tous les marques de la même intervention, une apparition, puis une disparition, une présence, puis une absence, un message, puis un silence. Luc ne sortait presque plus de sa ferme maintenant. Il était devenu transparent, plus invisible que jamais auparavant. Il avait cessé de fréquenter les cafés du village. Il ne se montrait au marché que rarement, tôt le matin quand personne ne faisait attention. Il laissait les traces, les symboles, les marques morales, qui circulaient dans tout le réseau de renseignement du village, mais lui-même restait caché, comme une main invisible guidant l'opinion publique, comme un fantôme qui se matérialiserait, puis disparaîtrait. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous recevrez chaque semaine des histoires comme celle-ci, des histoires vraies ou basées sur le réel, des histoires des gens ordinaires qui font l'extraordinaire face à une injustice systématique, des histoires que vous ne verrez jamais aux informations officielles, que vous ne lirez jamais dans les grands journaux. Abonnez-vous maintenant, car ces histoires doivent être racontées. Puis vint le 10e militant, Thierry Besson, jeune homme de 29 ans, idéaliste, ou du moins c'est ce qu'il croyait sincèrement. Il croyait vraiment au progrès, au développement, à la modernité. Il croyait que les petits agriculteurs comme Luc étaient un obstacle numérique au développement. Il voyait les terres comme des ressources à optimiser, pas comme des héritages porteurs de sens. Il voyait le monde en graphique et en projection statistique, pas en génération et en promesses. Thierry était marié. Sa femme s'appelait Sophie, et c'était une femme douce, qui aimait son mari malgré ses idées. Ils avaient une petite fille ensemble, Anne-Marie, qui avait 3 ans, et qui adorait courir dans les champs l'été, qui adorait la saveur des fraises fraîches, qui adorait la voix de son père quand il lui racontait des histoires avant d'aller dormir. Luc ne le savait pas, ou peut-être que profondément, inconsciemment, il ne voulait pas le savoir, parce que savoir, c'est accepter les conséquences, et les conséquences, c'était quelque chose que Luc commençait à peine à comprendre. Le 10e militant a disparu un jour de pluie grise, un de ces jours où le ciel couvre tout, où la distinction entre l'eau et l'air devient impossible. Thierry, qui avait compris le pattern, qui avait étudié les autres cas, qui avait peur non seulement pour lui-même, mais pour sa famille, il avait essayé de se protéger en restant près de Sophie et d'Anne-Marie, pensant que sa famille le protégerait, ou que la présence de sa fille le sauverait. Mais quelque chose a mal tourné, c'est ce qui arrive toujours, quand on joue avec le feu, les innocents se brûlent. C'est une loi aussi vieille que le monde. Anne-Marie, la petite fille, s'est trouvée en danger. Elle a été prise au mauvais moment, au mauvais endroit, à cause de quelque chose qui aurait pu ne pas arriver. Elle a été blessée, pas gravement, pas mortellement, mais blessée quand même, une égratignure profonde, suffisamment profonde, pour nécessiter des points de suture, assez profonde, pour laisser une cicatrice qui resterait toute sa vie. Une fillette de 3 ans ne comprenait pas les enjeux des terres, des contrats, de la justice transformée en vengeance. Elle comprenait seulement la peur et la douleur, le cri de sa mère, la sensation du sang chaud sur sa peau blanche. Ce moment-là a brisé quelque chose en Luc, parce que ce moment-là a transformé la légende en réalité cruelle. Ce moment-là
a montré que la vengeance, même symbolique, même morale, même justifiée, détruit les innocents aussi. Ce moment-là l'a ramené de l'abstrait au concret, du mythe à la culpabilité. Luc ne pouvait pas dormir cette nuit-là, il voyait le visage d'Anne-Marie, il entendait ses cris, il voyait la cicatrice qui marquerait sa vie à jamais, une marque que Luc lui-même avait causée, même indirectement, même en ne voulant pas. Faites une pause, quand la justice s'arrête aux portes, qui ose les franchir, et quand celui qui franchit la porte détruit aussi les enfants sur son chemin, à qui appartient le crime, à celui qui l'a commis, ou à celui qui l'a ordonné indirectement. Sophie Besson s'est présentée à la police le lendemain matin, les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit, non pas pour dénoncer Luc, elle ne savait pas que c'était lui, mais pour raconter ce qui s'était passé à sa fille, pour que quelque chose soit fait, pour que ce justicier soit arrêté avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Elle raconta son histoire avec une voix brisée, avec des tremblements dans les mains, et dans son récit, involontairement, elle a décrit des détails, une silhouette aperçue, une voix entendue dans la distance, une odeur de terre et de bétail qui collait à ses vêtements. Les policiers ont commencé à creuser, doucement d'abord, avec l'indifférence habituelle des bureaucrates, puis plus insistant, quand il est devenu clair que quelque chose de significatif était en jeu, quelque chose qui ne pouvait pas être étouffé sous le tapis du silence habituel. Luc Moreau comprit que son temps était compté, il comprit que la ligne entre le justicier et le criminel était bien plus mince qu'il ne l'avait cru, il comprit que ses actions avaient des conséquences qu'il n'avait pas envisagées, des dégâts collatéraux qu'on ne peut pas réparer avec une feuille de papier et une phrase morale écrite à la main. Il changea son code, il changea sa stratégie, plus de militants ordinaires, son vrai cible serait au sommet de la pyramide, le vrai chef, celui pour qui tous les autres militants n'étaient que des pions jetables, le préfet régional, Marcel Chenot, était le vrai architecte du système entier. C'était lui qui avait reçu les ordres d'en haut, des ordres venus de ministères, de bureaux gouvernementaux, de gens dont les noms ne seraient jamais publics. C'était lui qui les avait transmis en bas, qui avait distribué les pots de vin avec une précision comptable, qui avait protégé ses complices avec un sourire et une poignée de main. Marcel Chenot assistait chaque dimanche à la messe à la cathédrale Saint-Pierre, donnait de l'argent aux œuvres de charité, avait une famille respectable qui figurait dans les magazines de mode régionaux, et il volait les terres des paysans, et il dormait bien. Luc a agi différemment cette fois, il n'a pas agi seul, il ne pouvait pas, car cette fois, il visait le système lui-même, il a recueilli les preuves des années de preuves cachées, perdues dans des archives, oubliées dans des fichiers. Il a compilé les documents falsifiés, a tracé les signatures contrefaites, a suivi les transferts d'argent, il a organisé les témoignages des paysans victimes, a enregistré leurs histoires, a documenté leurs pertes. Et puis un matin il s'est présenté au commissariat de Nantes, simplement entré, comme un fantôme matérialisé soudainement, comme une conscience concrétisée en chair et en os. « Je suis Luc Moreau », a-t-il dit, d'une voix calme et patiente, la voix de quelqu'un qui a porté un secret si longtemps qu'il est devenu une partie de lui. « Je viens confesser quelque chose, mais avant ma confession, avant que vous n'enregistriez mes paroles, écoutez ceci, écoutez la vérité. » Il a sorti, document après document, preuve après preuve, enregistrement après enregistrement, les détails de la corruption systématique. Les vrais criminels n'étaient pas les militants disparus, c'étaient ceux qui les avaient commandités, c'étaient ceux qui avaient profité des faux contrats, c'étaient ceux qui avaient dormi tranquilles dans leur lit de soie, protégés par le système qu'ils avaient créé. Les policiers ont pris les documents, ils ont commencé à chercher confirmation, à appeler d'autres bureaux, à fouiller dans des dossiers poussiéreux, et ils l'ont trouvé, beaucoup plus facilement qu'ils ne l'auraient imaginé, parce que tout le monde au fond savait,
Tout le monde connaissait la corruption, c'était dans l'air, c'était un secret de Polichinelle, c'était juste que personne n'avait osé la nommer à haute voix, jusqu'à ce que Luc le fasse, jusqu'à ce qu'il apporte les preuves concrètes, jusqu'à ce qu'il force le système à se voir lui-même dans un miroir. Posa y piensa quand un homme décide de perdre sa liberté pour que d'autres gagnent la vérité, est-ce un crime ou un sacrifice, et le sacrifié, devient-il un héros ou reste-t-il un criminel? Marcel Chenot a été arrêté, des menottes au poignet, il a traversé le hall du commissariat en costume Armani 3 pièces, en montre Rolex, en chaussures faites à la main, tous les symboles de sa corruption visible. L'Alliance de la modernité agricole a été dissoute par ordonnance gouvernementale, les terres des paysans ont été restituées, un processus qui a pris des mois, mais qui s'est finalement concrétisé. Les contrats falsifiés ont été annulés, déclarés nuls et non avenus, rendus invisibles légalement. Les jugements ont été rendus, condamnation, peine, sentence, qui satisfaisait les apparences de la justice. La justice du système maladroite et lente a finalement fait son travail, non pas parce qu'elle était juste par nature, mais parce qu'on lui avait présenté l'évidence de manière que même elle ne pouvait pas la refuser. Luc Moreau a été jugé pour ses actes envers les militants. Les procureurs avaient des soupçons, des pièces à conviction circonstancielle, mais pas assez de preuves concrètes, pas assez de témoins directs, pas assez d'éléments matériels, et puis quelque chose s'est passé à la barre des témoins, chaque témoin se taisait, chaque témoin disait qu'il ne savait rien, qu'il n'avait rien vu, qu'il ne reconnaissait pas le visage de Luc même quand on le lui montrait. La communauté entière, en bloc, s'était levée et avait protégé son justicier. Les juges n'avaient pas de preuves concrètes, ils avaient des soupçons, des hypothèses, des théories, mais pas de certitude légale. Il a été libéré faute de preuves suffisantes. Ce que vous regardez maintenant, ce que vous écoutez en ce moment même, c'est une histoire qui circule dans les villages des Pays de la Loire, comme une légende qui se propage. C'est une histoire que les paysans racontent à leurs enfants lors des longues soirées d'hiver. C'est une histoire qui a changé quelque chose, pas tout, jamais tout, mais quelque chose. Parce que quand une communauté entière décide de protéger son justicier, c'est que la justice ordinaire a déjà échoué, c'est que les institutions ont trahi le peuple une fois de trop. Ce que vous avez entendu ce soir, c'est plus qu'une histoire, c'est un témoignage du moment où un homme ordinaire se transforme en légende, c'est un récit sur ce qui arrive quand les systèmes officiels ne fonctionnent pas, quand les portes se ferment, quand l'espoir est enterré. Si vous vous trouvez ici, si vous écoutez cette histoire jusqu'à la fin, c'est peut-être parce que vous aussi connaissez cette sensation d'impuissance face à un système indifférent, cette sensation de voir la corruption se promener librement dans les couloirs du pouvoir, dans les bureaux des ministères, dans les salons des riches, cette sensation de n'avoir nulle part où aller, nul à qui parler, aucune instance capable ou disposée à écouter. Luc Moreau continue de vivre sur cette terre, elles lui appartiennent toujours, enregistrées légalement maintenant au nom de sa famille. Les champs poussent, les saisons changent, les récoltes se font et se vendent, et dans le village, les enfants demandent, est-ce que le justicier reviendra? Est-ce qu'il y aura un prochain? Les parents sourient et ne répondent pas, mais leurs yeux disent peut-être, toujours peut-être. Nul ne sait, nul ne le verra jamais venir, parce que les vrais justiciers, les vrais vengeurs du peuple, se cachent dans l'ordinaire, dans l'invisible, dans le silence de quelqu'un qui a décidé que la morale était plus importante que la vie, que la transmission des terres était plus importante que sa propre liberté. Les murs de Nantes portent toujours les marques du symbole de Luc, parfois tard la nuit, certaines nuits froides de janvier, quelques lettres rouges apparaissent sur le mur gris du centre-ville, juste quelques mots écrits à la main, à la peinture. La justice attend encore, les terres attendent, et les paysans dorment mieux, les jeunes restent sur les terres, les traditions se perpétuent, et quelque part, dans une ferme tranquille des Pays. Et quelque part, dans une ferme tranquille des Pays de la Loire, un homme regarde son champ et sourit. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a mis mal à l'aise, si elle vous a donné de l'espoir, abonnez-vous à cette chaîne. Des vérités comme celle-ci attendent de vous être révélées.